En direct, le limogeage de son chef de la diplomatie, Rex Tillerson. La liste des départs s'allonge. Alors, quelle est la stratégie du président américain, s'il y en a une? Pourtant, les dossiers lourds et les échéances s'accumulent avec le nucléaire iranien, avec la rencontre à haut risque avec le président nord-coréen. On voit tout cela dans un instant, mais d'abord, on regarde le président américain. Prêtez l'oreille aussi, parce qu'il y a des bruits d'hélicoptères derrière, mais c'était hier lorsqu'il a annoncé ce limogeage en direct. Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he thought it was okay. I've worked with Mike Pompeo now for quite some time. Tremendous energy, tremendous intellect. We're always on the same wavelength. The relationship has been very good, and that's what I need as Secretary of State. Arnaud de Lagrange, le DRH de la Maison-Blanche, il a un peu le tournis en ce moment, non? C'est un peu compliqué. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ministres ou de conseillers qui doivent regarder leur compte Twitter tous les matins en se réveillant avec attention, parce que là, en l'occurrence, apparemment, pour Tillerson n'avait pas Twitter et qu'il a fallu aussi. Voilà, lui n'a pas de compte Twitter lui-même, donc c'est un de ses adjoints qui lui a dit, mais en tout cas, il n'avait pas été prévenu avant. Il a su 3 heures après. Trump l'a appelé après que sur Twitter ait été annoncée la décision de le limoger, ce qui manque un petit peu d'élégance. Mais enfin bon, ça, chacun évaluera ça. Non, ce qui est certain. Alors, on en parlait depuis longtemps du départ de Rex Tillerson. Lui-même, d'ailleurs, s'était surnommé Rexit, enfin, allusion au Brexit par dérision. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter là, certainement. On sait qu'a priori, il y a une charrette prévue au sein de la Maison-Blanche cette fois-ci, Trump devrait en discuter ce week-end. Et c'est quand même pas des moindres, c'est-à-dire Kelly, qui est quand même le secrétaire général de la Maison-Blanche, celui qui tient la boutique, le conseiller à la sécurité nationale, McMaster, qui est quand même quelqu'un de très important aussi, et même peut-être son gendre, Jared Kushner, qu'on donne aussi sur le départ. Dans la charrette possible. Donc voilà. Alors après, je disais qu'en 14 mois, il y a 43% des postes qui ont changé. Ça fait quand même une proportion pas négligeable. Il y a du rythme. C'est soutenu. Et pas que des seconds couteaux, parce que vous en citiez quelques-uns, mais il y a en une semaine, il y a Steve Bannon, il y a le conseiller économique, avant c'était... Et puis, il y a des postes qui sont vacants aussi, par exemple celui d'ambassadeur en Allemagne, celui d'ambassadeur en Turquie, c'est pas des petites en fait, quand vous prenez le département d'État, il y a énormément de postes de N-1, de N-2 qui sont vacants, comme l'équivalent au Quai d'Orsay, du directeur Asie, enfin des postes très importants. Là, Cloud Silver Lining, la bonne nouvelle, s'il y en a une dans cette nomination, c'est que en fait, on ne savait pas comment appréhender Rex Tillerson. On voyait bien, c'est tout le problème des secrétaires d'État dont on sait qu'ils ne sont pas ni l'oreille ni le verbe du président. C'est au fond, à quoi servent-ils? Est-ce que il était peut-être bien structuré, souvent en désaccord pour de bonnes raisons face à Trump, mais on savait qu'il n'avait aucun poids. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que là, avec M. Pompeo, on voit très bien de quoi on parle. On sait où est la ligne diplomatique américaine. Elle est israélienne, saoudienne, anti-iranienne, elle est très claire. Et au fond, la bonne nouvelle, puisque la diplomatie française exprime autre chose, c'est que là, nous savons à qui nous nous adressons. Quand M. Pompeo parlera, nous savons que cela aura du poids à la Maison-Blanche. Sébastien Podrin, vous êtes d'accord attention, avec c'est la seule bonne nouvelle technique. Clair. En diplomatie, il faut savoir comment parle la personne que vous avez en face de lui. Je ne fais pas un jugement sur le fond. Je trouve ça fascinant de voir à quel point la politique américaine s'aligne sur celle c'est plus clair ou pas alors? C'est très clair et on le voit effectivement avec le secrétaire d'État, mais on le voit en fait avec tous les postes. C'est-à-dire que le président Trump est déjà en campagne. Il a un objectif très simple, c'est de pouvoir dès maintenant parler à l'électorat qu'il va solliciter en 2020. Donc il faut que sa politique soit menée exactement dans le sens qu'il a décidé. Donc du coup, il ne prend pas de gants. À partir du moment où un homme n'est pas exactement dans la ligne qu'il a définie, il le change. C'est-à-dire que c'est un pragmatisme le plus absolu. Et à celles et ceux qui pensent que Trump est fou et qu'il va dans tous les sens, non, pas du tout. Il a une ligne politique très claire, il y va tambour battant et il n'a pas de problème de question. Et si à un moment ou à un autre, il doit sacrifier son gendre pour pouvoir continuer à tenir la ligne, il le sacrifiera sans état d'âme. Mais là encore, pourquoi avoir nommé Rex Tillerson si il savait pertinemment que ça n'allait pas coller, entre guillemets? C'était une concession faite à l'establishment républicain. Combien de fois s'était-il vu avant avec Rex Tillerson? Je ne sais pas.
Très peu, au fond. Donc, Arnaud, vous brûliez de... Non, je pense qu'avec Tillerson, en effet, il pensait peut-être que ça se passerait mieux, qu'il serait plus docile. Alors, en effet, il n'a pas servi à grand-chose, parce qu'il n'avait pas l'oreille de Trump, et il était enfermé au département d'État dans son bureau, et peu de contact avec... mais par contre, il avait quand même des vues un peu plus modérées sur certains dossiers. Non, ce que vous disiez est très vrai, c'est qu'il est en campagne électorale. Vous disiez 2020, oui, mais avant, il a les élections de mi-mandat, les midterms de novembre, et là, la campagne est lancée déjà. Donc là-dessus, il commence... on le voit en Pennsylvanie, les républicains qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Apparemment, ça a l'air de se dessiner vers une victoire démocrate. Donc là, le nettoyage commence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même globalement, quand on regarde la photo, les éléments les plus modérés, justement, sont nettoyés. Donc c'était le cas du conseiller économique qui, lui, a été écarté. Donc là, on est plutôt... Lui faisait plutôt, comment dirais-je, un élément modérateur par rapport au discours protectionniste de Trump. Et là, en politique étrangère, apparemment, Pompeo, sur l'Iran, très clairement, il a une position beaucoup plus dure. Donc, l'accord nucléaire iranien ne donne pas cher de sa peau. Sur la Corée aussi, il est plus dur. Bon, je pense que sur Israël aussi, comme disait Édouard, la position aussi paraît plus nette. Donc, il y a quand même... on n'est pas seulement les changements d'hommes. Très clairement, je pense que sur certains dossiers, ça va avoir un impact dans les semaines et mois qui viennent. Et la nomination de la remplaçante du numéro 2 de la CIA qui devient numéro 1, qui a un passé, là encore, peut-être un petit peu compliqué, qui a été dans des centres de Thaïlande où la torture était pratiquée. Guyonne, ça peut effectivement... Moi, je pense que de toutes les façons, votre question, c'était est-ce que Trump est seul, va gouverner seul et tout ça, mais à mon avis, il est seul avec son ego depuis bien longtemps. Et autour de lui, ça ressemble pas un peu à un mess d'officier, parce qu'en fait, dans la toute première garde de la Maison-Blanche, la garde rapprochée mais oui, c'est des gens qui ont la carte de Kaboul en tête, ils ont été sur des champs irakiens, afghans ces dernières années. C'est pas des hommes de pouvoir, c'est des hommes de l'opérationnel militaire. Et il a sa famille, donc Ivanka, la vraie première dame, sauf si le avec gendre... le complexe d'Oedipe en toile de fond, et puis cette espèce de messe d'officier autour de lui. En fait, il gouverne seul, mais il ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que ce soit un homme qui soit très disponible à l'écoute. Et là, il a dit d'ailleurs, il n'avait plus besoin de manager, enfin qu'il n'avait plus besoin... Il a dit, je suis tout près d'avoir le cabinet que je veux. Voilà, je vais enfin pouvoir faire... C'est très vrai, et la bonne nouvelle, je cherche les bonnes nouvelles, vous voyez, la bonne nouvelle, oui, c'est un biais, c'est assumé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un chef du mess des officiers qui est James Mattis, et qui tient les affaires sérieusement. Et tout, quand on discute un peu avec la Maison-Blanche, cet environnement, ce qui est très rassurant, c'est que, comment dire, nous ne sommes pas en face d'un président qui peut appuyer sur le bouton aussi facilement que cela. Et Dieu merci, l'appareil militaire américain est à date tout à fait bien contrôlé par le général Mattis, qui est en fait le vrai vice-président. De ce point de vue, la maison... Presque comme un Premier ministre. McMaster, qui était le conseiller de la sécurité nationale, a un rôle au moins aussi important et lui saute. Après, risque de sauter. Donc là, je nuancerai. Et alors, sur la Corée du Nord, je trouve que quand même... On critique tout le temps Trump, c'est un peu une posture même européenne tout à fait assumée, etc. Mais il y a quand même des faits objectifs. La réforme fiscale, elle est gigantesque. Elle va vraiment faire muer cette économie vers une économie beaucoup plus protectionniste. Et voilà, peut-être qu'il y aura les fruits pour ces midterm elections ou en tout cas pour la réélection éventuelle dans 3 ans. Et la deuxième chose, c'est que cette espèce de promesse de rendez-vous avec le dictateur nord-coréen qui fait que ça gèle tout le programme. À haut risque quand même. Oui, mais c'est à haut risque, mais c'est quand même tellement étrange que ça ait cet impact-là, cette attitude, voilà, ça marche. Tout de suite, un instant, mais laissez-moi quelques instants aussi pour donner quelques réactions. Corentin qui estime que le timing de cette opération pour Trump dénote aussi sa totale improvisation. Steve qui dit, comme un enfant, Trump cherche toujours une gratification instantanée et ne supporte pas la contradiction. Et Elad, sur le Figaro.fr, cette décision prouve une chose, Trump veut la peau de l'Iran. Non. Alors, pourquoi cette remarque sur l'Iran Sébastien Potin. Juste avant de revenir sur l'Iran, parce que, effectivement, Trump estime que, pour l'instant, sa politique porte ses fruits. Il estime que son style porte ses fruits. Il estime que la manière dont il a abordé la question nord-coréenne a abouti à cette rencontre. Il estime que sa réforme fiscale, effectivement, va aboutir également, que le protectionnisme, etc. Le risque, c'est-à-dire que l'autre face, c'est que si à un moment ou à un autre, il y a
soit un bourbier au niveau nord-coréen, soit le protectionnisme qui a des effets négatifs, etc. Alors là, effectivement, on va assister à quelque chose qui va être complètement déséquilibré. Et c'est à ce moment-là où on va voir si effectivement il est bien entouré ou pas. Parce qu'à ne s'entourer que de personnes, je suis d'accord sur la question militaire, mais qui ne pensent comme lui, etc., ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le risque, c'est qu'au moindre problème, toute la machine dégringolera. C'est là où il va falloir effectivement regarder dans les semaines et mois à venir comment les choses vont évoluer. Je voudrais qu'on consacre quelques instants à une affaire un petit peu plus légère, celle de Stormy Daniels. Nous avions ce matin un passionnant article dans le Figaro de notre correspondant Philippe Gély. Alors, pour résumer très brièvement et très succinctement, Stormy Daniels, c'est cette femme qui est un peu une spécialiste du X de l'industrie pornographique, actrice, réalisatrice, et qui a eu une liaison, ça je crois que c'est avéré, avec le président américain en 2006. Et il y avait un accord pour qu'elle ne parle pas, un accord financier, et puis maintenant elle menace de tout balancer, entre guillemets. Bon, c'est une vraie menace, Arnaud, sans donner des proportions. Oui, c'est bien qu'Arnaud s'exprime sur le... Je vous remercie de toujours vers les experts. En spécialiste de cette question. Oui, mais pour ne pas être... On en parlait tous avant le début de l'émission, donc je pense que ça intéresse. Oui, vous avez raison. C'est gênant, mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément extrêmement inquiétant. C'est ce qu'explique d'ailleurs notre correspondant Philippe Gély dans son papier de ce matin, c'est-à-dire que avec n'importe quel autre président, dans n'importe quel autre contexte, ça aurait fait un scandale. Mais là, avec Trump, on est de toute manière dans un tel déluge et un tel rythme de choses que c'est une péripétie de plus. Donc, ce n'est pas la Monica Lewinsky de Donald Trump. Pour le moment, non. Après,